Les anciens Grecs considéraient les Jeux olympiques comme l'événement culturel le plus important de tous. Pour les athlètes, c'était l'occasion de représenter leur ville, d'honorer le roi des dieux et de gagner renommée et fortune au-delà de leurs rêves. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'était que d'être un Olympien de l'Antiquité. D'accord, il est temps de sortir cette vieille boîte de céréales et que les Jeux commencent. Les Jeux olympiques remontent jusqu'en 776 avant notre ère. Probablement, cette date nous a été donnée par Aristote et même s'il n'y a aucune preuve absolue de son exactitude, il existe des indices suggérant qu'une forme des Jeux pourrait en fait remonter au 9e ou 10e siècle avant notre ère. Les historiens et archéologues modernes acceptent généralement la date de 776. Aristote ne se serait pas trompé sur cette date, il avait des affiches olympiques partout dans sa chambre. Organisé dans un sanctuaire rural à Olympie, situé dans la partie ouest de la péninsule du Péloponnèse, les Jeux faisaient partie d'un festival religieux en l'honneur de Zeus, le grand patron du panthéon grec. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé lors des premiers Jeux olympiques, mais plusieurs traditions littéraires affirment que la seule épreuve était une course unique de 600 pieds appelée la course du Stadion. Ça ressemble moins à une épreuve olympique qu'à un pari entre 5 amis ivres sur un parking. Cette course a été remportée par un cuisinier de la ville voisine d'Élis, nommé Corybos. Bien joué mon pote. Cela a dû beaucoup plaire à la foule, car les 13 premiers festivals olympiques ne comportaient que cet unique événement. Ils ont fini par ajouter d'autres compétitions plus passionnantes, et les Jeux ont continué à se tenir à Olympie tous les 4 ans entre le 6 août et le 19 septembre pendant environ 12 siècles. Alors que les Jeux olympiques modernes sont ouverts à tous, les Jeux olympiques antiques n'étaient ouverts qu'aux hommes, plus précisément aux hommes grecs libres. Mais cette politique attirait tout de même un mélange assez éclectique de participants, allant des soldats aux bergers, en passant par les philosophes. Même Alexandre Ier, un futur roi de Macédoine, a été autorisé à participer. Bien que les femmes ayant été interdites de participer aux Jeux, quelques-unes, comme Cynisca de Sparte, ont tout de même réussi à remporter des victoires en possédant l'écurie de chevaux qui gagnait les courses de chars. C'était possible car les règles étaient similaires à celles du Kentucky Derby, où le vainqueur est le cheval et son propriétaire, non le jockey. C'est logique, ce n'est pas comme si ce jockey courait lui-même. D'autres femmes lui emboîtèrent par le pas. Dès le 1er siècle, les femmes concouraient aussi contre les hommes dans des courses à pied. Aux Jeux olympiques antiques, les citoyens riches étaient avantagés. Bien qu'une installation d'entraînement public appelée le gymnase soit apparue vers le 6e siècle avant notre ère, le terrain de jeu restait fortement en faveur des riches. Les athlètes riches passaient leur vie à manger de meilleurs aliments, avaient plus de temps pour s'entraîner et pouvaient engager de meilleurs entraîneurs. Ressembler à une statue olympique demande beaucoup de temps et d'argent. De plus, participer aux Jeux olympiques pouvait coûter cher. Olympie n'était pas facile d'accès, donc le voyage pouvait être onéreux. Les athlètes devaient arriver un mois avant pour s'entraîner et n'avaient aucun revenu durant l'entraînement et la compétition, sauf s'ils participaient à des compétitions locales. Les athlètes pauvres pouvaient toujours essayer de trouver un sponsor, comme leur ville natale, un roi ou une personne riche, ou Gatorade probablement. Mais on ne sait pas vraiment à quel point ces arrangements étaient courants. Les anciens Olympiens concouraient devant une foule, et cette foule était généralement en effervescence. Les spectateurs venaient de la Grèce continentale, ainsi que des îles de l'Ionie et de la Grande Grèce. Ils vivaient dans des campements de fortune, animés par des vendeurs de nourriture, poètes, musiciens, artisans et philosophes. Un peu comme Burning Man, surtout avec toutes ses toges. Personne ne sait exactement combien de personnes sont venues assister aux Jeux. Mais nous savons que le stade pouvait accueillir environ 45 000 spectateurs. Fait intéressant, les femmes non mariées étaient strictement interdites d'assister aux Jeux. En fait, la peine pour une femme mariée surprise sur le site du sanctuaire olympique pendant le festival était la mort. Les Jeux olympiques modernes conservent ce même degré de sévérité envers quiconque se fait prendre à partager des vidéos des Jeux sur les réseaux sociaux. Pour lancer les festivités, les athlètes entraient dans un temple et se tenaient devant une statue de Zeus si grandiose qu'elle était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Un morceau de chair de sanglier découpé leur était alors offert,
sur lequel ils devaient prêter serment de respecter les règles des jeux. En somme, vous jurez fidélité à une côtelette de porc. Puis, le 3e jour, 100 taureaux étaient pourtant conduits jusqu'au grand autel de Zeus et offerts en sacrifice aux dieux. Le régime quotidien d'un Grec ancien se composait de pain ou de bouillie de maïs, accompagné de légumes, de figues sèches, de fromage ou d'olives. La viande étant rare, le poisson constituait la principale source de protéines. On suppose donc qu'il jetait ses 100 taureaux. Les athlètes olympiques, souvent riches, consommaient plus de viande que la plupart des Grecs pour soutenir leur croissance musculaire grâce à un apport accru en protéines. Au-delà des habitudes alimentaires, on attendait aussi des athlètes qu'ils fassent preuve d'une grande discipline dans leur mode de vie, surtout en ce qui concerne des choses comme l'activité sexuelle. Les relations sexuelles avant une compétition étaient un interdit majeur. Pourquoi ? Les athlètes pensaient que des relations sexuelles avant la compétition les affaiblissaient. Un célèbre athlète nommé Kleito Machos refusait même de parler de sexe avant une compétition. Et on raconte qu'il détournait les yeux lorsqu'il voyait 2 chiens en train de s'accoupler. On ignore comment assister à cela aurait influencé sa performance au javelot, mais il faut saisir tout avantage possible. Aux Jeux olympiques antiques, les athlètes étaient entraînés par un pédotribe, spécialiste des prises de lutte, ou par un gymnastis, expert en alimentation, développement musculaire et exercices adaptés. Beaucoup d'athlètes avaient aussi une sorte de masseur appelé un aléiptèse, dont le travail consistait à enduire l'athlète d'huile et à le masser avant et après les entraînements. Les athlètes olympiques antiques consommaient aussi ce qu'ils pensaient améliorer leur performance, surtout des testicules. Le produit dopant de l'Antiquité, c'était les testicules. Ceux qui n'avaient pas de testicules à manger pouvaient choisir un mélange de sabots d'âne et de pétales de rose, ou manger des abeilles vivantes. Je comprends pourquoi ça te ferait courir plus vite. Vous avez sûrement remarqué que les Olympiens modernes portent des vêtements. Les Olympiens de l'Antiquité, en revanche, avaient tendance à concourir nus, enduits d'huile d'olive. C'était sûrement pour plus de liberté de mouvement, mais cela les rendait aussi très brillants et leur permettait d'éblouir leurs adversaires. L'origine de la tradition des sports nus dans la Grèce antique est débattue. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'athlètes raclaient l'huile d'olive de leur corps après la compétition et la vendaient aux fans. Sympa. Je vais le revendre sur Epsilon Bay. Il y avait une exception à toute cette histoire de compétition nue, les cochers. Vous voyez, de temps en temps, l'un d'eux finissait traîné par ses chevaux, alors ils étaient autorisés à porter une protection sur leurs parties les plus sensibles. Les Jeux olympiques ont débuté par une course de 600 pieds, d'autres épreuves ont été ajoutées ensuite. Par exemple, la compétition a intégré des épreuves équestres telles que les courses de chars et de chevaux. La course de chars, sport le plus populaire en Grèce antique, ressemblait plus à un derby de démolition qu'à une vraie course. Jusqu'à 40 chars pouvaient courir en même temps et les accidents étaient extrêmement fréquents. Un peu comme la NASCAR, mais probablement plus bruyant à cause de tous les chevaux. Après les courses de chars venaient généralement des courses de chevaux plus classiques, ce qui semble moins dangereux, mais ça ne l'était pas. Le char laissait généralement la piste en mauvais état, et les jockeys grecs de l'Antiquité n'avaient ni selle ni éperon, donc ils étaient souvent éjectés. Les sports de combat étaient aussi très populaires dans les Jeux antiques, notamment la lutte, la boxe et le pancrace, une forme de lutte sans aucune règle qui ressemblait essentiellement à l'UFC antique, sauf que, vous savez, c'était pratiqué nu. Les champions de ces sports de combat olympiques devenaient célèbres et pouvaient ensuite gagner beaucoup d'argent dans des compétitions plus modestes. Et pour les athlètes capables de tout faire, il y avait le pentathlon, qui comprenait 5 épreuves, le disque, le javelot, le saut en longueur, la course et la lutte. Mais la palme de l'épreuve la plus improbable revient à la compétition de trompettistes et de héros, qui a été ajoutée en 396 avant notre ère. Cet événement authentique, que nous n'avons absolument pas inventé, se tenait le premier jour des Jeux, et les vainqueurs étaient ceux dont le son portait le plus loin. Votre récompense était d'annoncer les vainqueurs des autres compétitions le dernier jour des Jeux, et sans doute une trompette sophistiquée. Être champion aux Jeux olympiques modernes s'accompagne de nombreux avantages.
Les vainqueurs peuvent décrocher des contrats de sponsoring, devenir correspondants pour une chaîne sportive ou participer à Danse avec les stars. Mais le monde antique avait sa propre version du prestige. Les athlètes victorieux des Jeux olympiques antiques étaient autorisés à ériger des statues d'eux-mêmes à l'intérieur du sanctuaire de Zeus pour commémorer leur victoire. Un champion remportant 3 victoires pouvait même faire ériger une statue portrait sur commande, ce qui, croyez-moi, n'était pas donné. En fait, une statue de ce genre pouvait coûter jusqu'à 10 fois le salaire annuel moyen. Ces statues étaient généralement faites de bronze ou de marbre, mais les socles de plusieurs l'étaient aussi. Comme vos trophées de Little League, le petit joueur de baseball dessus se cassait toujours. Les vainqueurs recevaient aussi des couronnes d'oliviers sauvages et étaient couverts de feuilles et de fleurs. Cette forme de célébration, connue sous le nom de Philovala, a inspiré la pratique moderne de lancer des confettis et des serpentins lors des célébrations de victoire. Selon certaines histoires, les vainqueurs devenaient le sujet de poèmes et de chansons, étaient ramenés chez eux en char et recevaient une grosse somme d'argent. Ils étaient également exemptés à vie de payer des impôts, un avantage que les Olympiens modernes aimeraient sûrement encore avoir. Beaucoup associent les Jeux olympiques aux Grecs, mais ils étaient aussi organisés sous la domination romaine. Mais les Romains avaient une attitude très différente envers les Jeux olympiques, dans son ensemble. Ils considéraient la principale valeur des Jeux olympiques comme une forme de divertissement pour la foule, alors que les Grecs mettaient l'accent sur l'importance de la compétition elle-même. En somme, les Romains recherchaient le spectacle tandis que les Grecs privilégiaient l'essentiel. Finalement, même le divertissement n'a pas suffi. L'empereur Théodose, ou peut-être son fils, a supprimé les Jeux olympiques vers 400 de notre ère. On pense que Théodose associait les Jeux aux dieux païens, alors il les a interdits afin de promouvoir le christianisme comme religion de l'Empire romain. Les Jeux olympiques ne reviendraient qu'en 1896. Au Colisée romain, les spectateurs pouvaient grignoter des pois chiches en assistant à une exécution à midi ou aller voir les lions. Non, pas ceux-là. Et d'autres animaux exotiques étaient libérés par les trappes cachées de l'arène depuis leurs cages exiguës, ou même observer les élites romaines récolter la sueur des gladiateurs pour se rendre plus séduisants. Les événements organisés au Colisée étaient si variés et élaborés que le public ne savait jamais à quoi s'attendre. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'était que d'être un spectateur au Colisée romain. L'entrée au Colisée était gratuite, avantage réservé aux citoyens romains, mais les spectateurs avaient des places attribuées. Le podium et les premières rangées formaient le premier et le meilleur niveau, où l'empereur, les vestales et environ 2000 membres de l'élite romaine assistaient aux combats sanglants. Les marchands, les courtisans et d'autres patriciens aisés pouvaient s'asseoir au deuxième niveau, tandis que le troisième était réservé aux citoyens ordinaires. C'est là que les vrais passionnés se retrouvaient. Aller au jeu, c'était un peu comme aller à Disneyland, mais si Donald et Dingo se battaient à mort, ou pour l'édification de l'empereur Mickey. Les jours de fête, le Colisée attirait 50 000 spectateurs, une véritable mine d'or pour les vendeurs. À l'extérieur du Colisée, des commerçants et des vendeurs ambulants vendaient de la nourriture et des souvenirs aux visiteurs. Ils vendaient peut-être des programmes avec statistiques sur les gladiateurs, semblables aux cartes de baseball tops, qui prenaient aussitôt de la valeur si un athlète mourait soudainement. Espérons que la carte de Mickey Mantle Maximus soit en parfait état. En ce qui concerne la nourriture de rue, les Romains appréciaient les saucisses, les pois chiches et les pâtisseries. À l'intérieur du Colisée, ils pouvaient se procurer des douceurs, du vin et des encas. J'ai des noix, des foies de renne, des rats de blaireau. Désolé, pas d'autres noix. Bien sûr, il y avait aussi des souvenirs, dont une balle en bois contenant un jeton spécial. Les jetons pouvaient être échangés contre des prix spéciaux, comme de la nourriture, de l'argent ou une place sur une île, qui désignait en réalité le nom donné par les Romains à leurs immeubles à étages. Une fois à l'intérieur, les visiteurs devaient trouver leur place dans un stade pouvant accueillir 50 000 personnes. Selon son statut, un homme pouvait s'installer directement à une bonne place au niveau le plus bas, ou bien grimper 12 à 15 étages jusqu'au sommet pour s'asseoir avec les femmes et les pauvres, qui avaient sans doute le plus de mal à monter ces fichus 15 étages d'escalier. Les entrées et les escaliers étaient séparés par des cloisons en fer et en marbre, et comme les zones de siège, les couloirs étaient divisés selon la classe sociale.
Couvrant environ 6 acres de terrain et s'élevant sur 12 à 15 étages modernes, le Colisée était et reste le plus grand amphithéâtre du monde. Bien que le bâtiment soit grandiose, le public était aussi à l'étroit qu'en classe économique d'une compagnie aérienne américaine. Tous ceux qui n'étaient n'allaient pas dans la version romaine antique de la première classe avaient droit à un siège de 38 cm de large avec 70 cm d'espace pour les jambes, qui lésion. Retirez la clim, ajoutez 15 étages d'escalier et vous seriez aussi prêt à voir des gladiateurs sanguinaires s'affronter. La taille immense de la structure empêchait sans doute les spectateurs des gradins supérieurs de bien voir ou entendre ce qui se passait. La partie supérieure du stade de 15 étages reposait sur un mur s'élevant 5 mètres au-dessus des autres spectateurs. Les foules en hauteur, surtout des femmes et défavorisées, peinaient à voir les combats en bas. Et tandis que le rugissement de la foule pouvait atteindre le sommet, les spectateurs assis tout en haut ne pouvaient probablement pas entendre grand-chose d'autre venant de l'arène. Cela reflète les conditions de vie dans la ville. Les îlots évoqués plus tôt faisaient 6 étages et le loyer dépendait surtout du nombre de marches délabrées à gravir pour accéder à l'appartement. On peut imaginer combien il était difficile de convaincre ses amis d'aider à déménager un canapé. Un canapé-lit, cela n'existait même pas. Comme on pouvait s'y attendre, l'empereur avait la meilleure place de l'arène, la loge impériale. Les gladiateurs combattaient devant lui et faisaient appel à sa clémence, souvent avec succès. L'empereur pouvait décider du sort d'un gladiateur à tout moment, simplement avec son pouce, et les spectateurs attendaient et observaient ses réactions. Contrairement aux clichés véhiculés par les films, le pardon était la règle et non l'exception, et les gladiateurs mouraient plus souvent de blessures graves que d'un pouce impérial tourné vers le bas. Les élites romaines pouvaient s'asseoir près de l'empereur, mais Auguste était, comme vous l'aurez deviné, séparé des autres spectateurs. Il avait même des portes dédiées pour entrer et sortir du Colisée, évitant la foule et les crottes de lion. C'était plus du bon sens que de l'ego. Rien n'attise l'esprit de foule comme la violence, et Rome commençait déjà à se dégrader avant même que le Colisée ne soit construit. Le soleil méditerranéen peut être un vrai salaud pendant les mois d'été, mais le Colisée offrait un lieu de répit grâce au vélarium, qui est un mot élégant pour désigner un très grand rideau. Le vélarium était un système de construction composé de stores ajustables, semblables aux mâts et aux voiles d'un navire. Un équipage de marins stationné près de Rome manœuvrait l'installation. Grâce à des cordes et poulies, l'équipage tirait une grande toile ou plusieurs bandes au-dessus de la structure pour bloquer le soleil. Ironiquement, la classe la plus basse bénéficiait de l'ombre au Colisée, alors que les nobles suaient au soleil, même si elles ne voyaient ni n'entendaient grand-chose depuis ces places. C'est un peu comme aller au cinéma juste pour profiter de la climatisation. Les combats au Colisée avaient souvent leur propre bande sonore. Les spectateurs étaient ravis par les sons des trompettes, des cors et des orgues hydrauliques, tandis que les gladiateurs affrontaient des animaux exotiques et bien sûr s'affrontaient entre eux. La musique jouait même quand l'empereur jugeait si un gladiateur méritait de combattre encore. Mais elle était plus qu'un simple divertissement pour le public. Elle servait aussi de repère pour les machinistes. La musique leur signalait quand libérer un animal dans l'arène ou débuter le prochain combat, comme Stone Cold Steve Austin savait quand courir vers le ring. Le Colisée offrait une grande variété de spectacles. Contrairement aux représentations habituelles de gradins entourant une fosse de sable, le sol comportait en réalité une structure complexe de murs et de chambres sous une plateforme en bois. Des éléments de décor pouvaient surgir du sol du Colisée, créant de nouveaux scénarios pour chaque spectacle, à l'image du stade Pokémon dans Smash Bros. Parmi les cavernes complexes sous le Colisée, il y avait même des canaux d'évacuation pour drainer l'arène après une représentation navale appelée Nomachi. La plateforme en bois et ses supports étaient enlevés du sol du Colisée, puis l'eau des aqueducs détournés au centre formait un lac artificiel d'1,5 m de profondeur. Des navires sangs miniatures étaient apportés au stade pour rejouer des batailles navales célèbres. Beaucoup de gens, surtout s'ils ont vu le film Gladiator, pensent que les gladiateurs étaient tous des esclaves ou des criminels condamnés à mourir dans l'arène pour divertir Rome. Mais ce n'était pas toujours le cas. Certains Romains rejoignaient des écoles de gladiateurs pour devenir professionnels. Pour eux, les avantages d'une victoire dépassaient les risques du métier.
Les gladiateurs étaient des célébrités, à Rome, comparables aux athlètes actuels. Les enfants achetaient des figurines en argile de combattants célèbres. Les vainqueurs entretenaient parfois des liaisons avec des femmes aristocrates. À Pompéi, des graffitis vantaient leurs prétendues prouesses. La sueur des gladiateurs, jugée aphrodisiaque, était parfois ajoutée aux crèmes pour le visage par les Romains. Avec ces informations, nous devons supposer que LeBron James met un peu de sa sueur dans chaque bouteille de sa saveur officielle de Sprite. La chasse aux animaux était l'une des nombreuses représentations du Colisée. Les bestiaires, des gladiateurs entraînés à combattre des animaux sauvages, affrontaient des lions, des tigres, des ours, oh là là, ainsi que des hippopotames, des éléphants, des cerfs, des girafes et, selon la légende, même des baleines. Les bestiaires affrontaient des animaux inoffensifs ou dangereux, mais étaient rarement en danger. De nombreux animaux étaient tués à distance avec des lances ou des arcs, probablement comme la plupart des baleines parmi les milliers abattus en une journée. Parce qu'on ne peut pas imaginer Russell Crowe lutter contre une baleine et gagner. En fait, peut-être qu'on peut. Bien que cela soit souvent affirmé et possible, aucune preuve n'indique que des chrétiens aient été tués et donnés aux lions au Colisée. L'association entre le Colisée et la souffrance des chrétiens a été mentionnée pour la première fois au IVe siècle, mais elle a ensuite été largement oubliée jusqu'au XVIIe siècle. Au cours du IVe siècle de notre ère, le savant chrétien et latin Lactance et l'évêque Eusèbe de Césarée ont écrit au sujet d'empereurs tuant intentionnellement des chrétiens. Ces actions n'ont jamais été une politique impériale, mais des événements isolés dans l'Empire. Le Colisée présentait régulièrement des punitions appelées les Jeux de Midi, où des criminels et des prisonniers de guerre appelés les damnati étaient condamnés par une multitude de méthodes différentes et horribles. Parfois, les damnati étaient rejetés sans défense dans l'arène pour être déchirés par des animaux sauvages, tandis que d'autres étaient forcés de se battre les uns contre les autres jusqu'à la mort. Les combats au Colisée étaient le tout premier battle royal. Après le règne désastreux de l'empereur Néron et de 3 autres dirigeants en une seule année, l'empereur Vespasien est arrivé au pouvoir et s'est éloigné de l'image déplaisante de luxe personnel et d'opulence associée à ses prédécesseurs. Par la propagande et de grands projets, Vespasien a imposé l'image d'un dirigeant œuvrant pour le peuple romain, non pour ses intérêts. L'un de ses projets était le Colisée. Vespasien l'a personnellement commandé comme lieu de divertissement pour le peuple de Rome. Au cours des 10 années suivantes, Vespasien a démoli le lac privé de Néron et, à sa place, a construit l'énorme Colisée. À l'époque, on ne l'appelait pas ainsi. Il était connu comme l'amphithéâtre Flavien, du nom de la famille impériale. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui du Colisée ? Le nom lui-même ne remonte qu'au XIe siècle, et la plupart des historiens pensent qu'il tire son nom du colosse de Néron, une grande statue en bronze commandée par Néron, qui se trouvait autrefois près de l'endroit où le Colisée a été construit. En somme, un projet de vanité a été remplacé par un autre, mais les gens appréciaient vraiment le Colisée. Utilisé pendant 4 siècles pour exposer le cœur et l'âme d'un empire, le Colisée est devenu l'icône de facto de Rome. Sa seule construction annonçait le début d'un nouvel environnement politique. La Seconde Guerre mondiale a généré certaines des histoires d'espionnage les plus incroyables du XXe siècle. Tromperie, trahison, double jeu. Ces espions ont tout vu, et même plus. Alors aujourd'hui, nous levons le voile sur les histoires d'espionnage les plus folles de la Seconde Guerre mondiale que vous entendrez jamais. Mais avant de dévoiler ces taupes Son vrai nom était peut-être Forrest Frederick Edward Yo Thomas, mais vous pouvez l'appeler Lapin Blanc. FFE Yo Thomas, l'agent d'espionnage au surnom très Matrix, prenait surtout des photos de documents top secrets derrière les portes des ambassades aux petites heures du matin. Après avoir servi 2 ans dans la Royal Air Force britannique, Yo Thomas a décidé que ses missions n'étaient pas assez dangereuses et a demandé à être envoyé en France occupée, où il servirait de liaison entre le gouvernement français en exil et la résistance. Les 2 premières missions de Yo Thomas se sont déroulées sans accroc, mais lors de la 3e, il a été trahi et capturé par la Gestapo. Notre héros a tenté plusieurs évasions avant d'être transféré au camp de concentration de Buchenwald en Allemagne, où il a survécu 8 mois de mauvais traitements puis s'est évadé lors d'une corvée de travail. Yo Thomas a mené de nombreux autres prisonniers de guerre vers la liberté durant les derniers jours de la guerre.
Considéré comme l'un des meilleurs espions britanniques, Yo Thomas a laissé un héritage durable dans la culture populaire. Ian Fleming se serait inspiré de lui pour créer James Bond. En 1930, Krystyna Skarbek, âgée de 22 ans, fut première dauphine au concours Miss Pologne lors de son second mariage avec l'écrivain et homme politique Jerzy Giesinski. 9 ans plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne et tout changea. Le couple partit à Londres où Skarbek travailla pour les services de renseignement britanniques. Après avoir mis en place un système de messagerie de la Pologne vers la Hongrie, la francophone accomplit ses rendus en France en 1944 sous le nom d'emprunt Christine Granville. Sous ce nouveau nom de guerre, Skarbek s'est retrouvée impliquée dans plusieurs opérations de renseignement. Sa mission la plus célèbre eut lieu à Dynia, où elle trompa la Gestapo pour libérer 2 agents capturés, alors que son avis de recherche figurait dans tout le QG allemand. Même pour les nazis, c'est embarrassant. Malgré ses médailles de la France et du Royaume-Uni, Skarbek fut abandonnée par le gouvernement britannique après la guerre. Elle n'a pas été autorisée à retourner dans la Pologne communiste, et sa vie a lentement sombré dans le chaos. Elle a fini par vivre dans un hôtel sur un paquebot de croisière en 1952 où elle a été victime d'un acte criminel commis par un prétendant et conduit, Dennis Muldowney. En 1935, Wilhelm Canaris pensait qu'Adolf Hitler était l'homme de la situation. Il a même été nommé à la tête de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Ensuite, Canaris a directement été témoin des atrocités commises par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale et a rapidement changé d'avis. Pour remédier à ces injustices, Canaris a réuni des opposants partageant ses idées dans l'Abwehr et l'armée. Il a pris part à plusieurs complots contre le Führer, tout en gardant assez de distance pour éviter d'être impliqué. En 1944, un autre attentat manqué contre Hitler a eu lieu, et le Führer a complètement supprimé l'Abwehr. Cette fois, la chance de Canaris a tourné. Il a été dénoncé par des personnes torturées pour obtenir des informations. Canaris a été incarcéré, refusant d'admettre sa culpabilité jusqu'à la découverte de ses journaux compromettants début avril 1945. Ainsi, Canaris et ses complices ont été rassemblés et pendus au camp de concentration de Flossenbürg le 9 avril 1945. Les nazis lisent le journal intime de quelqu'un. Y a-t-il une bassesse à laquelle il ne s'abaisserait pas ? Odette Allouz est née en France en 1912 et a déménagé en Grande-Bretagne après avoir épousé un Anglais en 1931. 11 ans plus tard, grâce à la qualité de ses photos de guerre, Odette a rejoint le service d'espionnage britannique, le Special Operations Executive. Allouz a été arrêtée par la Gestapo en 1943 et a été soumise à la torture dans la tristement célèbre prison de Fresnes, près de Paris. Au cours de multiples interrogatoires, Allouz a refusé de révéler l'emplacement des autres agents sur le terrain. Elle a donc reçu un voyage tous frais payé au camp de concentration de Ravensbrück. Après des mois de coups et d'isolement, Allouz a inventé une histoire sur sa relation avec Winston Churchill, racontant à ses ravisseurs que son co-espion, le capitaine Peter Churchill, était le neveu de Winston et qu'elle était sa femme, faisant d'elle la belle-nièce du Premier ministre anglais. L'officier SS Fritz Zorin, l'homme qui dirigeait le camp, a cru l'histoire sans hésiter et a décidé que c'était sa porte de sortie du parti nazi. Il a conduit Allouz lui-même jusqu'aux lignes américaines pour la déposer et se rendre, espérant que son statut le sauverait des conséquences de ses actes. Ce ne fut pas le cas. Allouz a fini par témoigner contre Zorin et tous ceux qui lui ont rendu la vie infernale à Ravensbrück. Pour ses actions, Allouz est devenue la première femme à recevoir la George Cross pour des actes du plus grand héroïsme ou du courage le plus remarquable dans des circonstances de danger extrême. Le couple Harro et Libertas Schulze-Boysen détestaient le Troisième Reich. Tous deux venaient de milieux allemands de la haute société, Harro étant le fils d'un officier de marine décoré et Libertas, la fille de la noblesse allemande. Ces liens familiaux ont permis à Harro d'obtenir un poste au ministère de l'air du Reich en 1934. Après avoir trouvé une porte d'entrée, ils ont formé un groupe d'anti-nazis partageant les mêmes idées. À l'approche des années 1940, leur opposition privée s'est rapidement transformée en véritable espionnage, avec d'importantes quantités de renseignements échangés entre eux, les soviétiques et le gouvernement américain. Ils furent surnommés Orchestre Rouge
à cause de leur façon de chanter pour la Russie soviétique. Libertas exploitait sa place dans le cinéma allemand pour recueillir des preuves de crimes de guerre et les transmettre par radio. Mais en 1942, un agent a émis 2 fois depuis le même endroit, ce qui a permis à la Gestapo de localiser et d'arrêter le groupe, puis de décoder les messages pour découvrir qui d'autre était impliqué. La Gestapo a passé le reste de l'été à traquer tous les membres de la cellule de résistance qu'elle pouvait, finissant par arrêter Haro au ministère de l'Air le 31 août 1942, et 3 jours avant Noël, tous les membres capturés du club d'espionnage Schulze-Boysen ont été éliminés. En dehors d'avoir inspiré le film lauréat du meilleur film, le projet Manhattan a rendu beaucoup de gens nerveux en 1944. C'est ce qui a déclenché l'opération Pi, la tentative du Reich de découvrir tout ce qu'il pouvait sur l'avancement du projet. Le plan était simple. Utiliser un sous-marin pour débarquer les espions Erich Kimpel et William Kepa près de la ville américaine de Hancock, dans le Maine. Avons-nous dit simple? Nous voulions dire vraiment bizarre. Après avoir débarqué dans le Maine enneigé, les 2 espions ont atteint New York en 2 jours, ce qui est impressionnant. Ils ont reçu 60 000 $ pour leur mission, ce qui équivaut à environ 650 000 $ aujourd'hui, ce qui leur a permis de louer un appartement à Manhattan, probablement un studio sans espace de rangement. Comme c'est souvent le cas pour l'humanité, la cupidité a montré son vilain visage et a ruiné le plan pour les 2 hommes. Kolpas a volé la plupart de l'argent et s'est adonné à une beuverie qui a révélé les 2 espions et conduit à leur arrestation au plus tard le 30 décembre au Mkhadaniki. Les 2 hommes ont été condamnés à mort, mais comme Franklin D. Roosevelt n'était pas favorable à la peine capitale, leurs peines ont été commuées. Moe Berg était joueur et entraîneur de baseball de 1923 à 1939. En plus d'être un joueur de talent, Berg était très intelligent et multilingue, accompagnant des équipes et des joueurs au Japon pour une tournée et un match d'exhibition. Lors d'un voyage en 1934, Berg a filmé Tokyo et son port depuis un toit. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Berg, diplômé en droit, participait à des opérations de contre-espionnage et remit ces images de Tokyo à l'unité de l'armée américaine ayant planifié le raid Doolittle de 1942, mais pas celui avec des animaux parlants. Berg a ensuite été parachuté en territoire ennemi en Yougoslavie pour trouver un moyen de freiner les progrès allemands dans le développement des armes atomiques. Pour y parvenir, Berg s'est focalisé sur le physicien allemand Werner Heisenberg, vous savez, celui qui frappe à la porte. En fait, Berg était prêt à éliminer Heisenberg pendant qu'il donnait une conférence. Avec un pistolet dissimulé dans sa poche et une pilule de cyanure en sa possession, Berg a assisté à la conférence et a déterminé que Heisenberg n'avait pas encore développé d'armes. Et l'assassinat a été mis en suspens. On peut dire qu'il a vraiment attendu la dernière minute. Après la guerre, Berg s'est vu décerner la médaille présidentielle de la liberté, mais l'a refusée car il ne pouvait révéler la raison secrète de cette distinction. Après la fin de son contrat avec les services de renseignement dans les années 50, Berg a passé 20 ans chez des proches, restant vague sur la question de savoir s'il travaillait encore à des missions ultra secrètes. Il est décédé en 1972 à l'âge de 70 ans et a reçu à titre posthume la médaille d'honneur qui a été offerte au temple de la renommée du baseball. Le ressortissant albanais Aljace Bosna a été engagé comme valet par l'ambassadeur britannique en Turquie et son nouveau patron, au nom typiquement britannique, Sir Hugh Nakbul. Huggesson était connu pour ramener chez lui des documents sensibles et classifiés. Avec son nouveau nom de code Cicero, Bosna s'est fait un peu d'argent en photographiant et en vendant ses documents top secrets à l'Allemagne tout au long de l'année 1944. Ce petit boulot lui a aussi rapporté gros, puisque Bosna a touché la plus grosse somme jamais versée à un espion jusque-là. Finalement, les détails précis des fuites montraient de là clairement que l'ambassade d'Ankara était la source. Bien qu'il semblait avoir surpris Bosna, il a réussi à éviter d'être découvert durant la guerre. Après la guerre, Bosna a appris à ses dépens ce que signifiait vendre des secrets au Reich, car toutes ces entreprises ont échoué à cause de paiements contrefaits des Allemands. Il a tenté de poursuivre le gouvernement pour ce qu'on lui devait, mais après l'échec, il a fini sa vie comme veilleur de nuit. Le londonien Harold Cole a eu une carrière vraiment mouvementée, commençant comme un méchant avant de devenir un héros, pour finir son histoire à nouveau en méchant.
On dirait une citation de film Batman. Cole, ex-détenu, s'est engagé dans l'armée britannique après sa libération. Dans une ironie suprême, Cole s'est retrouvé à nouveau prisonnier après avoir été capturé lors de l'invasion allemande de la France en 1940. Il s'est évadé, s'est caché à Marseille et a aidé ses camarades en organisant des filières d'évasion avec la résistance. Avec l'aide de Cole, plusieurs ont quitté la France occupée pour une vie meilleure. Un point pour Cole. Cole a de nouveau été capturé. Mais cette fois, la Gestapo a réussi à le retourner pour qu'il devienne un informateur, ne travaillant plus pour la résistance française, mais directement contre elle. 50 résistants capturés ont été exécutés par les Allemands à cause de cela. D'accord, je suppose qu'on doit lui retirer ce point. Après la guerre, les Britanniques et les Français étaient évidemment agacés par Cole et se sont mis à le traquer. Il a été capturé et placé dans une prison de l'OTAN à Paris pour s'en échapper de nouveau en novembre 1945. La police française l'a finalement retrouvé le 8 janvier 1946 et l'a éliminé. Il repose désormais dans une tombe anonyme réservée aux indigents. La guerre est un enfer même pour des espions comme nous. La société Milton Bradley a produit certains des jeux de société familiaux les plus mémorables de l'histoire, y compris des classiques comme Dr Maboul, Candyland et Serpents et Échelle. Mais la société et ses jeux ont une histoire peu ordinaire, moins innocente qu'on pourrait le penser. Jetons donc un œil à l'histoire étrange des jeux Milton Bradley. C'est parti. Il est étonnant qu'un homme laissant pousser sa barbe ait pu bouleverser la vie d'un autre. C'est ainsi que Milton Bradley est entré dans le monde du jeu. Milton Bradley est né à Vienne, dans le Maine, en 1836. À 20 ans, Milton Bradley a ouvert la première imprimerie de lithographie couleur à Springfield, Massachusetts, et a décidé d'imprimer et vendre une image d'Abraham Lincoln, candidat républicain à la présidence. Même si Abraham Lincoln était peu connu, les lithographies ont d'abord eu beaucoup de succès. Vous voyez, Abraham Lincoln était rasé de près jusqu'à ce qu'une fillette de 11 ans, selon l'histoire, lui écrive une lettre en mentionnant que son visage serait bien mieux avec une barbe parce qu'il avait le visage très mince. Comment Lincoln a-t-il réagi à cette pique sur son physique ? L'enfant a ajouté que les dames aiment la barbe et pousseraient leur mari à voter pour vous, ce qui vous rendrait président. Bien que l'histoire soit peut-être apocryphe, Lincoln a finalement laissé pousser sa barbe et est devenu l'un des présidents américains les plus célèbres. Les historiens divergent sur l'impact de la barbe, mais certains estiment qu'elle a contribué à sa popularité. Cependant, la barbe a aussi ruiné la carrière de Milton Bradley, car les clients ont exigé le remboursement de ses lithographies d'Abraham Lincoln rasées, les rendant sans valeur. Bradley a brûlé les lithographies restantes et a cherché un nouveau produit à vendre. Inspiré par un jeu de société importé qu'un ami lui avait offert, il décida que son nouveau produit phare serait les jeux de société. Il se mit au travail et, à la fin de 1860, il lança son premier jeu, le jeu de la vie à damier. Malgré son succès dans les jeux de société, Milton Bradley était presque en faillite au début de la Seconde Guerre mondiale. Pour soutenir l'effort de la Seconde Guerre mondiale et éviter des soucis financiers, l'entreprise a fabriqué des missiles et des articulations de trains d'atterrissage pour avions de chasse. Espérons que ces pièces étaient plus difficiles à perdre que celles d'Axis and Allies. Ce virage surprenant pour une entreprise de jouets a finalement été une source majeure de revenus, sauvant l'entreprise et aidant les soldats américains. Lorsque Milton Bradley a créé pour la première fois le jeu Checkered Game of Life, c'était un jeu très différent du jeu de la vie moderne que nous connaissons tous. Personne n'apprécie le jeu de la vie à la 3e heure quand le prêt étudiant n'est pas remboursé. 80 000 $ pour un diplôme en études de genre, comment est-ce même légal d'accorder un tel prêt ? La version actuelle est un divertissement sain alors que l'original visait à enseigner la morale. Le jeu de la vie à damier avait des cases positives comme honnêteté, bravoure, succès, et des cases négatives telles que pauvreté, oisiveté, disgrâce. Le but d'un joueur était d'acquérir au cours de son voyage ce qui le rendrait le plus prospère et d'éviter ce qui freinerait son progrès. Donc en gros, tant que tu n'es pas paresseux et que tu restes à l'abri des scandales, tu réussiras dans la vie. Sauf si tu tombes sur la case suicide. Oui, tu as bien entendu, une case suicide. L'ancienne version ressemble à un jeu plus réaliste. Les joueurs qui tombaient dessus perdaient automatiquement pour des raisons qui sont entièrement expliquées par le nom de la case. Concernant la case suicide, les règles précisaient « tout joueur y arrivant est éliminé ». Ce n'est qu'en 1960 que le jeu a été relooké, optant pour des cases sur des événements de la vie comme le fait d'être juré et l'adoption,
au lieu de l'oisiveté et de la disgrâce. Être appelé pour un jury n'est jamais amusant, mais c'est mieux que la case suicide. Quand on évoque la guerre de sécession, on pense souvent à Ulysses S. Grant, Robert E. Lee, ainsi qu'à Iron Man et Captain America. Vous ne pensez sans doute pas aux jeux de société, notamment en miniature. Pourtant, pendant la guerre de sécession, les soldats passaient souvent de longues périodes sans divertissement. Milton Bradley a tenté de résoudre ce problème en produisant des versions miniatures d'échecs, de dames et d'autres jeux envoyés aux soldats de l'Union. En fait, la création de Bradley, le jeu de la vie à damier, a été le tout premier jeu de voyage du pays. En 1946, l'institutrice Eleanor Abbott se remettait de la polio dans un hôpital de San Diego, en Californie. Les rediffusions de The Office en streaming n'existaient pas encore, alors elle a profité de son temps pour inventer un jeu destiné aux enfants atteints de polio dans sa chambre d'hôpital. Ce jeu est devenu le classique Candyland. Eleanor Abbott a rendu le plateau très coloré et imaginatif, conçu comme distraction pour les enfants alités et gravement malades. Elle a peut-être dessiné elle-même les illustrations, mais personne n'en est sûr. Des enfants atteints de la polio ont aidé Eleanor Abbott à tester le jeu et ont suggéré de le vendre à Milton Bradley. Milton Bradley a acheté le jeu et l'a sorti en 1949 comme produit d'appoint, les fournitures scolaires étant alors leur produit principal. Le Candyland original se vendait $1 et il a eu un tel succès qu'il a éclipsé le précédent jeu le plus vendu de Milton Bradley, Oncle Wiggily, et a fait de Milton Bradley un concurrent sérieux de Parker Brothers. Candyland reste extrêmement populaire, et le jeu a failli être adapté en film en 2012, avant qu'un procès concernant certains des personnages n'arrête la production. Même le roi de Candyland doit affronter les droits de propriété intellectuelle. Y a-t-il une échappatoire ? À l'origine appelé Pretzel, Twister a été co-créé par Charles Foley, qui a eu l'idée d'un jeu utilisant les gens comme pions, et Neil Rabens, qui a imaginé le tapis coloré. L'idée a été rapidement adoptée par Milton Bradley. Bien que Twister paraisse innocent et ait été ajouté au temple de la renommée des jouets en 2015, ce jeu interactif était autrefois jugé assez osé. En 1966, le jeu a été jugé trop inapproprié pour le catalogue Sears. On l'a même surnommé Twister, le sexe en boîte. Un titre qui aurait peut-être permis d'en vendre encore plus. Cependant, en raison du tollé, Milton Bradley a arrêté la production du jeu. Heureusement pour Milton Bradley et les créateurs du jeu, Johnny Carson et Eva Gabor ont joué à Twister dans The Tonight Show plus tard cette année-là, et cette apparition à la télévision a tout changé. La séquence a revitalisé l'image du jeu, et en 1967, environ 3 millions d'exemplaires avaient été vendus. Si vous avez déjà joué à Chutes and Ladders et que vous vous êtes dit « ce jeu aurait besoin de plus de serpents », alors là, nous avons une nouvelle pour vous. Il s'avère que Chutes and Ladders est basé sur un jeu indien appelé Snakes and Ladders. Dans les deux jeux, les joueurs avancent de la case du bas à celle du haut. Chutes and Ladders est aujourd'hui un jeu de course basé sur la chance, alors qu'à l'origine, Snakes and Ladders symbolisait le parcours de la vie, avec les échelles pour les vertus et les serpents pour les vices. La version indienne aborde également différents plans d'existence et la réincarnation, ce qui intéresse peut-être les enfants. Peut-être que Chutes and Ladders l'inclura dans une extension. Parfois, l'ironie, c'est une chanson entraînante d'Alanis Morissette, et d'autres fois, c'est juste un peu déprimant. Prenez par exemple l'histoire de John Spinello, qui a créé le prototype du jeu de société Opération. Comme projet scolaire en 1964, il a obtenu les meilleures notes pour ce devoir, puis a vendu les droits à Milton Bradley pour $500, soit environ $4500 en 2022. Ce n'est pas une petite somme d'argent, à moins de la comparer aux 40 millions de dollars qu'Opération a rapporté à Milton Bradley depuis le rachat. Alors où est l'ironie ? En 2014, Spinello avait besoin d'une opération qu'il ne pouvait pas se permettre, sa couverture santé n'incluant pas l'intervention buccale, le laissant avec une facture de $25 000. Spinello a utilisé le financement participatif et vendu son prototype original d'opération pour récolter des fonds. De façon admirable, Hasbro, l'actuel propriétaire de Milton Bradley, est intervenu pour acheter le prototype et Spinello a finalement pu se permettre l'opération. En 2019, il travaillait comme chauffeur Uber à Chicago
et parcourait le pays pour parler de sa vie et vendre des exemplaires dédicacés d'opérations afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Pas mal pour le créateur d'un jeu où on a fini par détester les sauts inattrapables. La Grande Dépression, qui a duré approximativement de 1929 à 1939, a marqué une période de détresse financière extrême pour de nombreuses personnes. Alors, la société Milton Bradley a créé une diversion face aux difficultés économiques en lançant un jeu appelé Easy Money en 1935 qui donnait à tout le monde d'énormes liasses de billets pour jouer. Rien n'apaise le stress d'une apocalypse financière comme perdre des milliers de faux dollars face à ta grand-mère. Le jeu rappelait fortement le Monopoly des frères Parker, mais présentait quelques différences majeures. Par exemple, les joueurs débutaient avec 2000 $ au lieu de 1500 et recevaient 250 $ au lieu de 200 pour un tour de plateau. D'accord, il n'y avait finalement pas tant de différence. Easy Money était donc une copie de Monopoly, non? En fait, Monopoly n'était pas si original à l'origine. Monopoly s'inspire d'un jeu plus ancien, le jeu du propriétaire, créé par Elizabeth Magie en 1904 pour dénoncer l'accumulation de richesses. Le jeu, conçu par Charles Darrow après avoir perdu son emploi durant la Grande Dépression, est loin d'exiger aujourd'hui de devenir un magnate de l'immobilier pour gagner. Il a essayé de vendre son idée à la société Milton Bradley, mais ils ont refusé le jeu. Finalement, la société Parker Brothers a saisi l'opportunité et a vendu Monopoly avec un grand succès. En fait, ce succès a fait de Darrow le premier inventeur de jeux millionnaires. Pas mal pour un jeu que personne ne termine jamais. Les propriétaires de Milton Bradley, voyant le succès de l'idée de Darrow, ont lancé Easy Money en concurrence. Mais Parker Brothers les a poursuivis pour imitation et a gagné. Bradley dut prendre une licence sur les brevets de Monopoly et lancer une nouvelle version du jeu. Fait intéressant, Elizabeth Magie avait déjà tenté de vendre le jeu des propriétaires à Parker Brothers. Ils ont refusé et ont ensuite choisi Monopoly à la place. Elle a finalement fini par vendre son brevet à Parker Brothers, qui l'ont vraisemblablement acheté pour l'empêcher de les poursuivre en justice à propos de Monopoly. E.T., film classique des années 80, est souvent reconnu comme l'un des meilleurs films d'aventure familiale. E.T. a reçu des prix, lancé des carrières de superstars et généré une multitude de produits dérivés. L'un de ces produits sous licence, cependant, est tristement célèbre pour être le pire jeu vidéo de tous les temps. Aujourd'hui, nous allons expliquer comment le jeu vidéo E.T. a provoqué la faillite d'Atari et a fini dans une décharge au Nouveau-Mexique. Atari Incorporated était une entreprise américaine de jeux vidéo qui a profondément changé la perception des jeux vidéo aux États-Unis dans les années 70 et 80. Atari a été fondé par Nolan Bushnell et Ted Dabney en 1972 et son importance dans l'histoire du jeu vidéo ne peut pas être surestimée. L'entreprise a donné naissance à la borne d'arcade de jeux vidéo et à l'industrie moderne du jeu vidéo telle que nous la connaissons. Atari a d'abord commencé son existence sous le nom de CZJ, une société de jeux vidéo. Si vous ignorez ce mot, il désigne une paire d'éléments liés ou correspondants. Ici, il s'agissait du lien entre les deux fondateurs. Bushnell et Dabney travaillaient tous les deux avec une entreprise de fabrication appelée Nutting Associates, pour être les pionniers d'un ordinateur autonome et d'un écran à l'intérieur d'une borne, qui serait relié à une fente à pièces permettant à un joueur de partir à l'aventure pour 25 cents la partie. Ils ont finalement atteint une impasse avec Nutting Associates et se sont tournés vers Bally Manufacturing pour produire des bornes de jeux vidéo et des flippers. Le partenariat entre Bushnell et Dabney s'est avéré fructueux et ils ont continué à produire des jeux et des produits pour Bally. En fait, ils ont proposé à Bally leur prochain produit, un jeu vidéo nommé Pong. Cependant, Bally n'était pas intéressé. Bushnell et Dabney ont donc construit leur propre machine Pong et l'ont installée dans un Walgreens local pour voir si elle attirerait un public. Et alors là, ça a vraiment marché. Pong a eu tant de succès que des bornes ont été installées dans de nombreux bars et restaurants, rapportant environ 400 $ par semaine chacune. En 1972, le duo a fondé Atari Incorporated. Bushnell avait longuement réfléchi au nom de leur nouvelle entreprise. Tous les noms qu'il envisageait étaient dérivés du jeu de Go. Atari désigne la position des pierres lorsqu'elles risquent fortement d'être capturées. Considérez cela comme l'équivalent, dans le jeu, d'un baroud d'honneur quand la situation est la plus dangereuse. En 1973, Nolan avait élaboré un plan pour diviser et conquérir le monde du jeu vidéo.
À mesure que les jeux vidéo prenaient de l'importance, les flippers, présents partout, restaient une institution depuis des décennies. Le problème avec eux, cependant, était que les distributeurs de flippers étaient très protectionnistes et voulaient des droits exclusifs sur les jeux lorsqu'Atari leur en proposait. Alors, comment Nolan Bushnell a-t-il contourné ce problème? Eh bien, Bushnell a créé une société parallèle avec son voisin Joe Keenan, appelée Key Games. Atari vendait un flipper, puis ils changèrent le nom, et Joe Keenan allait le vendre à un autre distributeur de flippers. En gros, ils gagnaient 2 fois plus d'argent pour leurs efforts. C'est ce qui a permis à Joe Keenan d'être promu président d'Atari. Steven Spielberg est sans doute le réalisateur de cinéma grand public le plus couronné de succès de tous les temps. Après avoir gravi les échelons du nouvel Hollywood, il a réalisé l'un des films les plus réussis de tous les temps, était L'Extraterrestre. De nos jours, il est un peu difficile de comprendre à quel point le cinéma de genre était méprisé dans les années 60 et 70. Beaucoup de choses ont changé grâce à Spielberg. Il a transformé des idées comme les extraterrestres et les animaux géants, passant de simples récits tape à l'œil à des histoires humaines touchantes qui ont marqué une génération. Son film E.T. est largement reconnu pour avoir normalisé la science-fiction auprès d'une génération entière. Il a totalement revisité les thèmes des extraterrestres et du voyage spatial. Spielberg a imaginé un univers où l'extraterrestre devient un ami, pas un ennemi. Cette intimité émotionnelle a entraîné la commercialisation de produits dérivés. C'est ainsi qu'on finira par avoir U.T. l'extraterrestre, le jeu vidéo. Atari a sorti une console de jeux domestiques individuels en 1977. Elle a d'abord été baptisée Atari VCS. Plus tard, elle sera renommée Atari 2600. La 2600 était initialement vendue au prix de 199 $ et livrée avec 2 manettes et le jeu combat. Atari a d'abord vendu environ 375 000 unités. 1978 ne s'est pas aussi bien passé. Atari, anticipant une forte augmentation des ventes, a fabriqué 800 000 unités. Cependant, les gens ne se précipitaient pas sur la console. Et à la fin de 1978, seulement 550 000 unités avaient été vendues. Jusqu'à présent, tous les jeux produits pour la console Atari avaient été programmés et créés en interne. Dans le but de diversifier les choses, ils ont décidé de s'ouvrir et de faire appel à des développeurs tiers. L'industrie du jeu vidéo était encore essentiellement contrôlée par Atari à cette époque, même si de nouveaux concurrents apparaissaient ici et là. Activision, créateur de jeux légendaires comme Kaboom et Pitfall, faisait partie des développeurs tiers avec qui ils ont signé pour produire des jeux. Activision a été fondée par 4 anciens employés d'Atari. C'est dire à quelle vitesse le marché se développait. Atari a commencé à acquérir des licences de jeux d'arcade populaires et à les adapter sur la 2600. Pac-Man, qui a été développé par Namco, s'est vendu à près de 10 millions de dollars en cartouches. Atari avait trouvé sa recette. Trouver des licences que les gens connaissaient, les transformer en jeux, puis s'asseoir et laisser l'argent affluer. À l'approche de la saison des fêtes de 1982, Atari a obtenu une licence qu'ils pensaient être leur poule aux œufs d'or. E.T. l'extraterrestre. Howard Scott Warshaw a été choisi pour programmer le jeu et il était ce qui se rapprochait le plus d'une valeur sûre chez Atari. Diplômé de l'université Tulane, Warshaw a rejoint Hewlett-Packard comme ingénieur système multiterminaux. En 1981, il a été recruté par Atari comme concepteur et programmeur de jeux. Le premier grand succès de Warshaw chez Atari a été le jeu Yars' Revenge. À l'origine, il devait s'agir d'une adaptation du jeu d'arcade Star Castle, mais Warshaw en a fait quelque chose de totalement unique. Le jeu est devenu l'histoire de mouches domestiques mutantes affrontant des envahisseurs extraterrestres. Ensuite, Warshaw a été choisi pour adapter en jeu vidéo le film culte de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ce jeu a été un immense succès. Les Aventuriers de l'Arche perdue fut le premier jeu vidéo tiré d'un film. Howard était en pleine forme. Il était le meilleur concepteur de la meilleure entreprise de jeux vidéo. E.T. l'extraterrestre aurait dû être un succès assuré. La tâche qu'Atari avait confiée à Warshaw était tout simplement herculéenne. Ce projet ne lui serait pas offert sur un plateau.
E.T. était un exercice d'équilibriste délicat. Le film avait été un immense succès et la date limite pour le jeu était presque inhumaine. Le jeu E.T. devait être programmé en 6 semaines pour respecter sa date de sortie pendant les fêtes. Atari, à court d'argent, avait aussi vraiment besoin que ce jeu soit un succès. Mauvais, je veux dire vraiment mauvais. Dans le jeu, vous incarnez E.T. alors qu'il tente de traverser différents terrains parsemés de trous béants. Le joueur doit essayer de ne pas tomber dans les trous. S'il tombe dedans, eh bien, ils doivent alors utiliser les pouvoirs extraterrestres d'E.T. pour essayer de s'envoler hors des trous. C'est à peu près tout le jeu. Croyez-le ou non, Warshau a accompli l'impossible. Il a réussi. Le jeu a respecté la date limite et est sorti pour la période des fêtes, mais tous ses efforts ont été vains. Le jeu a été sévèrement critiqué, personne ne l'a aimé. La plupart des gens l'ont trouvé extrêmement difficile à jouer, sans intérêt et sans histoire, et il était trop peu lié au film. Le jeu est devenu le plus grand échec commercial de l'histoire du jeu vidéo. Depuis lors, E.T. a été baptisé le pire jeu de tous les temps. Pour ne rien arranger, en 1983, le marché du jeu vidéo s'est effondré. Au Japon, on l'appelait de façon informelle le choc Atari. En bref, c'était une récession à grande échelle qui a touché le monde du jeu vidéo. Le choc Atari a duré de 1983 à 1985. Les facteurs ayant contribué au krach étaient la saturation du marché, le nombre de consoles de jeux et l'intérêt décroissant pour les consoles face à l'intérêt renouvelé pour les ordinateurs personnels. Cette vague de contraction des affaires, associée à la défaite majeure qu'a été E.T., a décimé Atari et la société a été mise en vente. Une légende a commencé à circuler dans les coulisses du monde du jeu vidéo, affirmant qu'en septembre de cette année-là, Atari aurait emmené 14 camions remplis de cartouches dans le désert du Nouveau-Mexique pour les jeter dans une décharge. Cette histoire est restée une légende urbaine chez les joueurs pendant des décennies. Atari a finalement été vendue à Jack Tramiel, fondateur de Commodore. Elle a survécu tant bien que mal pendant un certain temps, puis a été officiellement fermée. Alors, la question est-ce que c'était réel? Atari a-t-elle vraiment transporté des tonnes de cartouches de E.T. dans le désert? En 2014, Zak Penn, le scénariste de X-Men 2 et Hulk, a entrepris de répondre définitivement à cette question. Il a produit et réalisé un documentaire intitulé Atari Game Over sur sa quête pour découvrir ce qui se trouvait réellement dans cette décharge du Nouveau-Mexique. Le film a été annoncé pour la première fois le 19 décembre 2013. Penn et son équipe ont travaillé dessus pendant des années. Ils ont retrouvé tous les anciens employés d'Atari, y compris les créatifs, et ont réalisé de très nombreuses interviews de fans. Chacun avait une réponse différente. Même les archives officielles étaient incomplètes. Personne ne pouvait dire ce qui s'était réellement passé. Finalement, Zak Penn a organisé l'excavation de la décharge pour voir s'il y avait de véritables cartouches du jeu E.T. au fond. Un groupe s'est rendu à la décharge d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique, le 26 avril 2014. Des célébrités étaient même présentes. Ernest Cline, auteur de Ready Player One, Nolan Bushnell, Howard Scott Warshaw et des légions de fans. La fouille a duré environ 3 heures, mais à la fin, ils ont effectivement trouvé les cartouches de E.T. au fond de la décharge. Les Jeux Olympiques de Munich en 1972 étaient censés être l'arc de rédemption de l'Allemagne, puisque la dernière fois qu'ils avaient accueilli les Jeux, c'était lorsqu'un certain Adolf était au pouvoir. Ce rêve olympique mondial, plein de joie, s'est vite mué en cauchemar, devenant l'un des événements les plus tristement célèbres des Jeux. Les tensions de longue date entre la Palestine et Israël ont explosé le 5 septembre 1972 lorsqu'un groupe de terroristes armés a pénétré dans le village olympique et a pris en otage des entraîneurs et des athlètes israéliens. Ce fut le sujet du drame historique Munich de 2005 mené par Eric Bana, où la prise d'otages et ses conséquences sanglantes ont été représentées sur grand écran. Hollywood enjolive souvent les faits, rendant difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Alors, aujourd'hui, nous allons passer en revue la véritable histoire des Jeux Olympiques de Munich. Pour l'instant, il est temps de remonter le temps. Imaginez ceci, vous êtes l'Allemagne de l'Ouest. Vous accueillez les Jeux Olympiques de 1972. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1936, lorsque les Jeux ont été surnommés les Jeux Olympiques nazis, pour une raison extrêmement littérale. La pression est forte sur Munich pour se distinguer nettement de ces temps regrettables, ainsi que des Allemands de l'Est soutenus par les Soviétiques.
Pour instaurer une ambiance conviviale lors des Jeux, la sécurité était volontairement plus discrète et souple. Ce fait n'a pas échappé aux membres de la délégation israélienne, ni à leurs familles, qui craignaient tous d'être la cible d'une attaque. Les autorités allemandes auraient donc confirmé une menace contre l'équipe d'Israël 3 semaines avant le 5 septembre sans agir, ce qui a préparé la violence qui a suivi. La première semaine des Jeux Olympiques de Munich en 1972 s'est déroulée sans accroc et a même vu émerger des vainqueurs légendaires comme l'équipe féminine de gymnastique de l'Union soviétique qui a remporté la médaille d'or pour la patrie. Le nageur américain Mark Spitz a remporté un record de 7 médailles d'or et a obtenu sa place sur les boîtes de céréales Wheaties partout aux États-Unis. Mais la victoire de Spitz n'a fait la une que quelques heures avant l'éclatement du chaos. Aux premières heures du 5 septembre, 8 membres du groupe militant palestinien Septembre Noir, portant des cagoules de ski, se sont introduits dans le village olympique avec un seul objectif en tête, les chambres où dormait la délégation israélienne. Septembre Noir avait des liens avec le Fatah, qui, à son tour, faisait partie de l'Organisation de libération de la Palestine, dont l'objectif ultime était d'éliminer Israël pour établir un État palestinien. Ils pensaient que la meilleure façon d'y parvenir était de commettre des actes de terreur et de violence contre des cibles israéliennes, américaines et européennes qu'ils jugeaient responsables de leur oppression. Envahir l'événement sportif le plus suivi au monde était un bon moyen d'attirer l'attention sur leur cause. Après avoir localisé les appartements de la délégation israélienne, les terroristes ont tenté d'y entrer de force. Le juge de lutte Yosef Gutfreund a tenté de bloquer la porte, tandis que l'entraîneur d'haltérophilie Tuvia Sokolovski s'est échappé pieds nus par la fenêtre. 2 membres de la délégation, l'haltérophile Joseph Romano et l'entraîneur de lutte Moshe Weinberg, ont tenté de résister aux terroristes, mais ont été abattus pour dissuader le reste de l'équipe de tout acte héroïque. Au moment où Septembre Noir a pris le contrôle des appartements, ils avaient pris 9 athlètes et entraîneurs en otage. Environ 30 minutes après le début de l'attaque, les terroristes ont publié leur liste de revendications. Les otages étaient utilisés pour obtenir la libération de 328 Palestiniens et non-arabes emprisonnés en Israël, y compris 2 militants allemands, Andreas Bahader et Ulrike Meinhof. Les autorités avaient 4 heures pour réagir, sinon les otages seraient éliminés un à un, avec une échéance finale à 9 heures du matin. Un problème majeur avec les exigences des terroristes envers les responsables ouest-allemands était leur absence de juridiction en Israël, les empêchant de libérer les prisonniers. Quand ils ont contacté la première ministre israélienne Golda Meir, elle a refusé de libérer des prisonniers, invoquant l'effet sur la sécurité de son peuple. On craignait qu'ils ne soient soumis à de futures attaques si celles-ci s'avéraient fructueuses pour Septembre Noir. Les responsables ouest-allemands ont eu du mal à poursuivre les négociations sans qu'Israël ne réponde aux exigences. L'Allemagne a plutôt proposé de grosses sommes d'argent au lieu de libérer les prisonniers. Les terroristes n'avaient beau qu'à fixer leur prix, mais l'argent ne les intéressait pas. Le prix restait le même. Plus de 200 prisonniers palestiniens en échange des 9 otages. Malgré l'échec des négociations, les terroristes ont accepté de repousser l'échéance de quelques heures. Cela a permis aux autorités d'organiser secrètement plusieurs tentatives de sauvetage ratées. Cependant, avec environ 4000 journalistes olympiques et plusieurs équipes de télévision filmant à ce moment-là, toutes les tentatives de sauvetage des otages étaient observées en temps réel par les terroristes. Les Jeux ont été éclipsés lorsque la prise d'otages a captivé près d'1 milliard de téléspectateurs. Les terroristes ont ainsi obtenu la médiatisation recherchée. Avec Israël qui restait ferme sur sa politique de ne pas négocier avec les terroristes, la libération des prisonniers n'allait tout simplement jamais avoir lieu, sauf en cas de revirement miraculeux. Cependant, les négociateurs ont réussi à amener les militants à accepter un accord. Les terroristes ont accepté de quitter le village olympique avec les otages pour monter à bord d'un avion à destination du Caire, en Égypte, afin d'y poursuivre les négociations. S'échapper avec la vie sauve, un voyage gratuit en Égypte et les otages semblait être une affaire plutôt avantageuse. Bien que les terroristes n'aient obtenu la libération d'aucun prisonnier, ils estimaient avoir attiré l'attention sur leur cause et pouvaient continuer les négociations, ayant peu d'autres options. Alors Septembre Noir a accepté. Voici la vérité sur l'histoire d'avion pour l'Égypte proposée par les autorités ouest-allemandes. C'était une ruse, comme vous l'avez sûrement deviné si vous avez déjà vu un film. Les autorités allemandes n'ont jamais voulu laisser partir librement les terroristes avec les otages vers un autre pays.
Les autorités étaient dissimulées près de la base aérienne pour tendre une embuscade aux militants et libérer les otages. C'était leur dernière chance, mais les choses ont très mal tourné. Face à une situation de vie ou de mort, beaucoup aiment croire qu'ils réagiraient comme Rambo, éliminant les méchants et sauvant la mise. Mais en réalité, c'est une chose difficile à faire, surtout si vous devez improviser. À l'époque, les forces de l'ordre allemandes, comme les autres forces de l'ordre dans le monde, n'étaient ni équipées ni formées pour l'antiterrorisme ou les interventions tactiques, ce n'était même pas envisagé. Les officiers allemands désignés comme tireurs d'élite n'avaient ni formation de sniper, ni équipement spécial, comme des lunettes télescopiques ou de vision nocturne. Ils n'avaient même pas de gilet pare-balles pour protéger les quelques hommes déployés lors d'une opération nécessitant sans doute plus de personnel. Les policiers, censés se faire passer pour pilotes et équipage, ont finalement abandonné leur plan à la dernière minute à cause de son invraisemblance et de ses désavantages tactiques. Cela a laissé l'avion étrangement vide. À 22h, plus de 18h, après la prise d'otage initiale, Septembre Noir a déplacé ses captifs dans des hélicoptères en attente qui les ont transportés jusqu'à la base aérienne de Fürstenfeldbruck. Une fois arrivés, 2 des preneurs d'otages ont inspecté l'avion où ils ont découvert l'absence de pilote, un élément crucial de tout leur plan d'évasion. Sentant que quelque chose clochait, ils sont revenus aux hélicoptères où les autorités les attendaient. La police a tiré sur les terroristes qui ont riposté, déclenchant une fusillade qui s'est répétée de façon chaotique jusqu'après minuit. L'échange de tirs a été une tragédie désastreuse. La tentative des autorités d'éliminer les 8 terroristes et de sauver les 9 otages a échoué. Certains terroristes ont profité de leurs derniers instants pour tuer les otages. Certains ont été tués par des tirs, d'autres par l'explosion d'une grenade dans un hélicoptère. Lorsque la poussière est retombée, les terroristes avaient tué 8 otages, un 9e est mort d'inhalation de fumée. Pendant ce temps, 5 des terroristes ont été tués et un policier allemand a perdu la vie. Quelques jours plus tard, le 8 septembre 1972, lorsque la poussière est retombée après toute cette épreuve, Israël a décidé de prendre des mesures militaires. Ils ont attaqué des bases en Syrie et au Liban par voie aérienne et terrestre, en représailles, visant des cibles liées à l'Organisation de libération de la Palestine. Le bombardement de représailles d'Israël a permis d'éliminer environ 200 combattants de l'OLP sur 10 bases. 11 civils ont également été tués lors des raids aériens. Le fait tragique que tous les otages aient perdu la vie indiquait que quelque chose s'était très mal passé lors de l'opération de sauvetage, ce qui a poussé l'Allemagne de l'Ouest à ouvrir une enquête à ce sujet. Le rapport s'articulait autour de 3 thèmes: sécurité aux Jeux Olympiques, négociations avec les terroristes et tentatives de sauvetage. Le rapport d'Allemagne de l'Ouest a conclu que, malgré des problèmes liés à l'intention des terroristes, au refus d'Israël de libérer des prisonniers et aux conditions opérationnelles, la situation était inévitable. Aucune mesure disciplinaire ou révocation n'a suivi. Affaire classée. Et les responsables ont verrouillé tous les documents liés à la crise et ont clos le dossier. Le manque de transparence a conduit beaucoup à accuser l'Allemagne de l'Ouest de dissimulation, soutenant que les autorités connaissaient l'attaque mais avaient ignoré les avertissements. Les familles des victimes ont cherché des informations et réclamé justice auprès de l'Allemagne de l'Ouest pendant des années, avant d'obtenir un accord en 2022, 50 ans après l'attaque. L'Allemagne a lancé une nouvelle enquête sur le massacre et a versé un total de 28 millions d'euros aux membres des familles des victimes. Les Jeux Olympiques ont repris quelques heures après la prise d'otage dans le village olympique, une décision jugée controversée. Peux-tu imaginer te concentrer sur le saut à la perche pendant tout ça ? Pour aggraver la situation, le président du CIO, Avery Brundage, voulait éloigner les otages du village afin qu'ils ne détournent pas l'attention des Jeux. Vraiment compatissant, Brundage. Cependant, les responsables du CIO ont pris la décision et ont ajusté le programme. Les Jeux ont été suspendus pendant 24 heures en hommage aux victimes. Mais seulement 24 heures et ni les durs. Les responsables ont affirmé que le terrorisme ne devait pas vaincre l'esprit olympique et que les Jeux devaient continuer. Si vous avez vu la série Netflix Le Jeu de la Dame, vous connaissez sûrement le grand maître d'échecs Bobby Fischer. Alors que des œuvres comme Le Jeu de la Dame se sont inspirées de sa vie, la véritable histoire de Bobby Fischer est bien plus étrange que la fiction. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie fascinante et étrange de Bobby Fischer. D'accord, installons l'échiquier. Imaginez la scène.
Nous sommes en 1943 dans la grande ville de Chicago. C'est le jour où Bobby Fischer entre sur la scène mondiale. Malheureusement, il n'a pas eu de passe pour les coulisses, plutôt une place tout en haut dans un autre stade. Sa mère, Regina, était originaire de Moscou. Avec un QI supérieur à celui d'Einstein, elle allait devenir une biophysicienne renommée. À cette époque, malheureusement, elle n'avait pas de domicile permanent. Mais elle n'était pas du genre à laisser la vie la manipuler comme un pion. Elle a voyagé un peu partout, finissant par arriver à Brooklyn en 1949. Quelques années plus tard, son fils serait fasciné par les échecs. D'abord en jouant avec sa sœur, puis en étudiant un livre de parties d'échecs qu'il a trouvé pendant des vacances. En 1956, le jeune Bobby a utilisé son génie pour devenir un prodige des échecs. À l'âge de 13 ans, il a été couronné plus jeune champion junior américain. Il a continué à gagner. Il a poursuivi sa série de victoires, devenant le plus jeune détenteur du titre de grand maître à seulement 15 ans. Eh bien, à 15 ans, la plupart des gens ont de la chance s'ils arrivent à parler à leur béguin pendant 1 minute sans être en âge de stress. Certaines personnes naissent génies, comme Nikola Tesla, Marie Curie et Michael Bay. Et malgré toutes ces bizarreries, Bobby Fischer en faisait partie. Pendant qu'il étudiait à l'Erasmus Hall de Brooklyn, Fischer a passé un test de QI, où certaines sources affirment qu'il a obtenu un score aussi élevé que 195. Malgré sa grande intelligence, Bobby Fischer n'était pas un bon élève. À l'école, il avait souvent des D et ne s'intégrait pas socialement. Avec ce sentiment d'isolement, il n'est pas surprenant qu'il ait décidé d'abandonner l'école en 1960. Il n'est jamais allé à l'université ni dans aucune autre institution académique. Bien sûr, si vous étiez un grand maître d'échecs à 15 ans, vous auriez probablement laissé tomber l'université vous aussi. Fischer a dominé les échecs durant la majeure partie de sa vie et de sa carrière. Mais en 1972, à Reykjavik, en Islande, il a trouvé un adversaire à sa taille face au champion du monde d'échecs, le soviétique Boris Spassky. Dire que ce championnat était important serait un euphémisme. Au-delà des évidentes répercussions de la guerre froide, l'Union soviétique dominait le jeu à l'échelle internationale depuis plus de 30 ans, considérant les échecs comme un brillant exemple de leur supériorité intellectuelle communiste. Fischer, cependant, critiquait les soviétiques, accusant les joueurs soviétiques de faire volontairement match nul. Il a également exigé que les officiels interdisent les caméras et organisent le match loin des regards indiscrets des spectateurs. Les officiels ont refusé. Alors Fischer s'est montré combatif et a perdu imprudemment sa première partie. Ensuite, il a stupéfié le monde en déclarant forfait pour la deuxième partie. Alors que le championnat était en jeu, Fischer s'apprêtait à rentrer aux États-Unis. À ce moment, parmi d'autres, le secrétaire d'État Henry Kissinger l'a exhorté à continuer à jouer. Grâce à l'accord de Spassky pour jouer la troisième partie dans une petite salle à l'arrière, le tournoi a pu continuer. Qui aurait pensé que Kissinger adorait les échecs? Il a effectivement de grosses lunettes. Au cours des 8 parties suivantes, Fischer en a gagné 5 et fait 3 nuls, remportant la victoire avec un score de 12,5 à 8,5. Il est devenu le 13e champion du monde et le premier Américain à gagner depuis 1886. Bobby Fischer était un peu comme le « Où est Charlie ?» du monde des échecs, incroyablement célèbre, mais presque impossible à trouver. Après sa victoire en 1972, Bobby Fischer a refusé de jouer, selon les règles officielles, pour défendre son titre contre Anatoly Karpov. Donc Anatoly Karpov a reçu le titre par forfait et Bobby Fischer a disparu des radars. Refusant toute interview ou demande officielle, il a renoncé aux millions de dollars des contrats publicitaires liés au titre de champion du monde d'échecs. Mais il a tout de même donné une grosse somme d'argent à son télévangéliste préféré. Fischer a renoncé au judaïsme dans les années 60 et est devenu un adepte d'une secte religieuse connue sous le nom de Église universelle de Dieu. Et cette secte pourrait donner du fil à retordre à Jerry Falwell, côté argent sale. Parmi les nombreux programmes télévangélistes chrétiens fondamentalistes du sud de la Californie, cette église se distinguait par ses prédictions apocalyptiques très sérieuses. Et Fischer n'était pas non plus un simple admirateur occasionnel. Il leur a donné 61 000 $ de son prix remporté en 1972, mais comme pour la plupart de ces sectes, les choses ont mal tourné. Le pasteur Garner Ted Armstrong était souvent impliqué dans des activités incompatibles avec l'église, ce qui a tellement déçu Fischer qu'il a cessé de leur donner de l'argent. Lorsque Fischer apparaissait en public, son comportement devenait étrange.
il a déménagé en Californie, où il a été pris pour un braqueur de banque et arrêté pour vagabondage. Mais qui n'a jamais été détenu à tort pour un crime grave, n'est-ce pas? Il en a même parlé dans un essai de 1982 intitulé « J'ai été torturé dans la prison de Pasadena ». Johnny Cash a dû entendre ça et se dire « Mince, c'est un super titre ». Les descriptions de Bobby Fischer le présentent comme délirant et paranoïaque. Il fulminait contre le gouvernement américain, se livrait à des théories du complot et ignorait les sanctions internationales selon son humeur. Mais il y avait peut-être plus dans cette histoire. Il s'est avéré que Bobby Fischer et sa mère étaient tous deux surveillés par le FBI depuis 1942 et le dossier concernant la mère de Fischer comptait plus de 750 pages, soit plus que n'importe quel livre que nous serions prêts à lire. La mère de Fischer, née en Suisse, était d'origine russe et allemande. Quand un informateur du FBI a lu des lettres exposant ses convictions politiques de gauche, ils ont logiquement soupçonné que son entourage était communiste. Après sa mort, des journalistes ont eu accès à son dossier du FBI qui montrait que Bobby était également surveillé par le FBI, le bureau, le considérant comme une recrue potentielle du KGB. Bien sûr, cette perspective semble risible, étant donné que Fischer était un anticommuniste qui méprisait les soviétiques et leur système de gouvernement. As-tu vu comment il a traité le champion soviétique? À ce propos, parmi les nombreuses histoires intéressantes sur Bobby Fischer, il y en a une qui concerne des soins dentaires. Selon le biographe officiel Frank Brady, Fischer a fait retirer ses plombages dentaires pour des raisons parodontales traditionnelles. Mais il existe une légende urbaine persistante, corroborée par une connaissance, Ron Gross, selon laquelle Fischer l'aurait fait pour empêcher les soviétiques de transmettre des signaux radio destinés à le manipuler. Gross a déclaré à propos de son ami « J'ai remarqué qu'il faisait attention à sa bouche. Il m'a expliqué avoir eu des soins dentaires. Son dentiste lui avait retiré tous ses plombages. J'ai dit « Bobby, ça va abîmer tes dents. Est-ce que tu as fait mettre du plastique dans les trous ?» Et il a répondu « Je n'ai rien fait mettre. Je ne voulais rien d'artificiel dans ma tête. » Il avait lu l'histoire d'un homme blessé durant la Seconde Guerre mondiale, doté d'une plaque métallique dans la tête, captant constamment des vibrations, voire des transmissions radio. Il a dit que la même chose pouvait arriver avec du métal dans la... Donc oui, il semble peu probable que Fischer ait été un espion soviétique, étant donné qu'il était tellement paranoïaque à l'idée d'être espionné par la Russie qu'il aurait peut-être fait retirer tous ses plombages de la tête. Fischer a abandonné le monde des échecs de compétition pendant presque 20 ans, mais en 1992, un homme d'affaires louche et ami de l'autocrate Slobodan Milosevic a accepté de mettre 5 millions de dollars pour parrainer un match revanche entre Spassky et Fischer en Yougoslavie. Lors de la revanche, Fischer a vite dominé Spassky, qui n'était plus au sommet. Bien qu'il ait gagné environ 3 millions lors du match, il s'est attiré l'inimitié des États-Unis, le gouvernement qui sanctionnait la Yougoslavie pour sa violence génocidaire. Mais Fischer s'en fichait. En fait, il a publiquement craché sur la lettre du Trésor américain, l'avertissant des conséquences de sa participation au match. Bobby Fischer, le lama humain des échecs. Et il n'avait pas fini de cracher sur les choses. Les événements du 11 septembre 2001 resteront à jamais gravés dans nos mémoires collectives comme l'une des plus grandes tragédies de l'Amérique. Mais il y avait au moins une personne qui a décidé que c'était une bonne chose, Bobby Fischer. Quelques heures seulement après l'attaque dévastatrice, Bobby Fischer a appelé une petite station de radio philippine pour une interview en direct, leur disant que la tragédie était une excellente nouvelle et qu'il applaudissait cet acte. Mais sa diatribe ne s'est pas arrêtée là. Il a ajouté que, selon lui, les Juifs étaient responsables d'avoir provoqué les attaques. Ces propos ont été l'un des derniers clous dans le cercueil de sa réputation et allaient le hanter pour le reste de sa vie. Après le match tristement célèbre en Yougoslavie qui a enfreint un ordre du président George H.W. Bush, Fischer est devenu un homme recherché. Son passeport a été annulé en 2003 et un mandat d'arrêt a ensuite été émis contre lui. Ainsi, Fischer a déménagé, ou devrions-nous dire, a fui à travers le monde. Les autorités japonaises l'ont détenu à la demande des États-Unis lorsqu'il a voulu partir. À ce moment-là, Fischer a supplié le Parlement islandais de lui accorder la citoyenneté et de le sortir d'une prison japonaise. Cela a pris plus de 9 mois, mais l'Islande a fini par céder et lui a accordé la citoyenneté. Là-bas, l'ancien champion d'échecs a vécu le reste de ses jours, avant de mourir d'une insuffisance rénale en 2008. Il avait 64 ans, comme le nombre de cases d'un échiquier. À sa mort, Bobby Fischer possédait environ 2 millions de dollars issus des échecs,
provoquant naturellement une bataille juridique pour son héritage. Marilyn Young, ex-petite amie de Fisher, a affirmé que sa fille Jinky était celle de Bobby Fischer et a intenté une action en reconnaissance de paternité. Young et Fisher se sont mis ensemble alors qu'ils vivaient aux Philippines, mais il était citoyen islandais à sa mort. Fisher n'a pas laissé de testament, donc selon la loi islandaise, la fillette de 9 ans aurait droit à l'héritage de Fisher. Mais cela ne serait valable que si elle était réellement sa fille biologique. Ensuite, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Une femme japonaise, Miyoko Watai, a affirmé qu'elle et Fisher s'étaient mariés en 2004, ce qui lui donnerait droit à son héritage. 2 de ses neveux ont intenté un procès, affirmant que le mariage était illégal et que l'argent de Fisher leur revenait en tant que plus proches parents. Comment cela s'est-il terminé? Finalement, le tribunal islandais a autorisé l'exhumation des restes de Bobby Fischer et un test ADN a ensuite confirmé que Jinky n'était pas, en réalité, sa fille biologique. Ensuite, l'Islande a déclaré que le mariage de Fisher avec Watai était légal et a rejeté la demande judiciaire de ses neveux. Une fin de partie compliquée pour un joueur de classe mondiale. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur l'histoire de Bobby Fischer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.